Et donc maintenant, je vais passer la parole à Hugues Pichard, qui justement va nous dresser un panorama global de la contribution de la génétique à la souveraineté, et comment est-ce que ces races qui étaient locales au départ, finalement, sont devenues des races mondiales. Oui, la diversité de la ferme France, le moteur de la souveraineté alimentaire, c'était le sujet d'aujourd'hui, et puis c'est quelque chose qui nous tient vraiment à cœur. Et Race de France, la souveraineté, ça nous parle. Et la souveraineté alimentaire passe aussi par la souveraineté des territoires. Et par ces temps un peu bousculés, ça prend du sens. Voilà, je vais vous donner quelques chiffres. Je dirais, ça va un peu ressembler les photos que vous avez vues tout à l'heure. Mais je ne vais pas trop m'étendre sur la diversité en numérique, mais regardez bien la géographie de ces grandes races, de toutes ces races, qu'elles soient grandes ou à petit effectif. Elles épousent tout notre territoire, et en fonction de chaque territoire, on a su, les éleveurs, développer des races, comme vient de le dire Thomas, hein, des races locales, qui ont eu des essors divers et variés en fonction de leurs aptitudes, d'un moment, surtout de l'histoire, et puis d'une dynamique raciale, et de correspondre à un marché. Et ça donne de l'ampleur, et on l'a vu tout de suite avec les porcs. Si un marché s'empare d'une petite population, on en fait une grande population, et en 40 ans, l'évolution des porcs et les bovins et les ruminants, tous les ruminants ont suivi la même évolution au fil des ans. Donc nous avons quand même 11 races laitières et 15 races allaitantes en France, plus 17 races à petit effectif, ce qui fait une grande famille des bovins, la grande famille des bovins. Nous avons aussi une grande diversité caprine, avec 12 races et 55 races ovines. Pardon, je suis allé trop vite. Voilà, comme ça, vous voyez bien la territorialisation. Il n'y a pas un endroit sans animaux en France. Et s'ils ont des couleurs si variées, c'est qu'elles correspondaient au territoire et que les hommes ont su les faire évoluer pour faire vivre leur famille, pour nourrir les hommes et les femmes, hein, d'abord, sur les territoires, et en valorisant l'herbe et les produits à disposition. C'est ce qui fait une grande différence de morphologie. Alors on pourrait dire de beauté, comme je l'ai entendu tout à l'heure, mais c'est de la morphologie. Et c'est parce que les morphologies sont différentes, parce que les territoires sont différents, puisque l'alimentation est différente. C'est ce qui fait cette belle diversité française qu'on a dans le hall 1, pour ne pas les citer. Mais bon, il n'y a pas que la beauté, il n'y a pas que ça, il y a aussi le reste, et le reste, ça nous intéresse énormément, c'est la valeur de la ferme France. Et la souveraineté, ça passe déjà par la valeur. Donc, nous, l'idée qui était la nôtre avec Laurent Griffon, qui a préparé ce document, nouveau directeur de Race de France, c'est de donner une valeur estimative mais précise de la ferme France, et notamment de la voie femelle. Puisqu'on parle toujours, on a le nombre de vaches, nombre de truies, nombre de brebis, mais combien ? Donc voilà, grosso modo, combien ? Vous l'avez devant vous. Les bovins laits, les femelles, c'est environ 4,5 milliards d'euros. Les bovins viande, un peu plus de 6 milliards. Les ovins, un petit milliard. Les ovins viande, pardon. Ovins lait, 370 millions. Et puis les caprins, environ 430 millions d'euros. Ce qui fait un total de la voie femelle de quand même 12 milliards 640 000 euros. Donc ça, c'est quelque chose qui nous tenait à cœur, de montrer aussi, on parle de décapitalisation, on parle de beaucoup de choses, mais quand on ne sait pas d'où on part, on ne voit pas tout à fait ce qu'on peut perdre. Et ça, c'est la valeur de la ferme France, capitalistique, si on peut l'appeler comme ça. Donc nous avons détaillé aussi la production, puisqu'elles ne sont pas là que pour être au salon de l'agriculture, elles sont là pour produire. Et c'est quand même, la majorité des races ont un but économique. Et par ce tableau, vous verrez que ça prend du sens, puisque en cumulant la production de telle ou telle race, espèce, nous arrivons à 15 milliards de production. Voilà, 15 milliards, c'est la production de l'ensemble des femelles liées à la génétique, puisque nous considérons que ces animaux sont liés à la génétique. Et c'est là où on va faire le lien avec la génétique. C'est que les animaux à viande, là on a l'exportation, mais les animaux à viande ont 75% de leurs pères qui sortent d'un livre généalogique. Ça, c'est un chiffre qui est plutôt précis, et c'est les chiffres de Norma Bev. Après, on peut considérer que les animaux laitiers ont quasiment tous un père d'origine de livre généalogique. C'est-à-dire que cette production, les 15 milliards de production, peu ou prou, est à 90% liée au livre généalogique. Donc, toute décision, quelle qu'elle soit, dans les OS, a une incidence sur ces marchés.
la génétique est importante dans l'orientation des races, pas que pour la couleur, mais également pour le chiffre d'affaires de la ferme France. Et ça, c'est quelque chose de capital et qui fait qu'évoluer, puisque on a, et le président l'a dit hier matin, on a une capacité de résilience, les éleveurs, de s'adapter très vite au marché. Et c'est ce qui fait la force de la France, c'est notre diversité et notre capacité avec telle ou telle race de pouvoir réagir. Et et je suis bien content d'être passé derrière Nicolas, parce qu'avec les porcs, on montrait un exemple. C'est-à-dire on partait de population très basse, quasiment sourde, et on arrive sur tel ou tel territoire à développer 20 millions d'euros. Donc c'est quand même pas anodin pour le territoire concerné. Voilà. Donc là, vous avez les productions en vif, hein, donc 1 milliard de broutards, grosso modo, vendus par an en France. Donc vous avez tous les chiffres devant les yeux, hein, les ovins également, avec la production de 450 millions d'euros. Voilà. Les reproducteurs, si on les prend en tant que tels, ben on voit que le chiffre est minime. Mais quand on prend ce que je vous disais, en considération les 75% et les 100% des filières, on parle en milliards. Et là, ça change tout. Donc aujourd'hui, on a 1 milliard 200 000 euros de broutards vendus en France tous les ans. Hop. Donc là, je vais me répéter un peu, parce que je vais aller un peu vite, comme souvent. Donc la production du cheptel, le cheptel France, c'est 12 milliards 640 millions. La production, 15 milliards. Les exportations en vif, 1 milliard 260 millions. Voilà. Et je voulais en venir sur ce graphique que j'appellerais catastrophique, le graphique de la perte des effectifs. On a pris les effectifs bovins viande, les effectifs bovins. Quand sur une diapo comme celle-ci, on s'aperçoit qu'on perd, alors on va parler en chiffres comme d'habitude, 300 000 bovins viande et 300 000 bovins lait, grosso modo, 600 000 vaches, ça fait beaucoup de vaches. Mais si on le multiplie par le prix, ça fait 1 milliard. Et ce n'est pas tout à fait la même connotation pour moi de perdre 1 milliard de vaches en si peu de temps. Et du coup, 1,5 milliard de production, si on prend la proportion. Et c'est là où les chiffres, pour moi, sont effrayants et que j'espère que nous serions capables de l'inverser. On sait que le lait a eu, par des travaux génétiques, la capacité à conserver la production laitière au fil des ans, malgré la chute du nombre de vaches. Et le défi pour les autres races et d'autres espèces sont devant nous. Et il va bien falloir qu'on prenne la mesure du problème, puisque malheureusement, depuis 2-3 jours, notre tranquillité, je dirais, notre souveraineté alimentaire est peut-être encore remise en cause. Donc ça fait partie des postes sur lesquels il faut être très attentif. Donc la souveraineté, c'est bien sûr répondre aux besoins de volume, répondre au type de produits, des produits qui soient adaptés, bien entendu, parce qu'on ne pourra pas vendre quelque chose que les autres ne veulent pas acheter. Répondre aux attentes sociétales, environnementales. Les races sont là pour ça, et on l'a vu sur les graphiques. Si elles sont positionnées où elles sont, celles qui auront un intérêt général continueront de prospérer. Les autres auront certainement un peu de peine, puisque demain, de toute façon, le défi, ça va être de nourrir l'Europe. Et on s'en rend compte tous les jours un peu plus. Les défis, c'est il faut essayer de garder cette diversité de la ferme France. Et la diversité, elle passe par le maintien des zones difficiles. Je vois Florent qui est là, on en parlait hier soir. Et le maintien de tout cet intérêt génétique, je dirais, mutualisé. Puisque la génétique, elle ne se sauvera que par la mutualisation de ces moyens. Alors les volumes de production, on voit bien que pour le lait, la génétique a fait un super boulot et les techniques. On pourrait prendre le cas des ovins. On est déficitaire en ovins en France. Et là, pour le coup, on a des leviers génétiques et notamment la productivité numérique. Je pense qu'un petit effort de la génétique ovine et une meilleure diffusion de la génétique ovine nous aiderait largement à gagner des parts de marché et de la productivité sur cette production. C'est une production aujourd'hui qui demande à ce qu'on fasse des efforts. Les éleveurs sont là, il y a un problème de diffusion de génétique. Il faut que collectivement, on fasse en sorte de faire augmenter la production numérique de ces animaux.
Et puis après, il y a tous les produits, bien entendu, en adéquation avec les volumes, comme on vient de le dire. Hop, je suis allé trop vite. Hop. La viande, les Français mangent de la viande de femelle, énormément de viande de femelle. Il faut que la génétique réponde à ces problématiques-là. Qu'on puisse faire en sorte de sélectionner des animaux qui correspondent mieux au marché. Pour les races à viande notamment, on a des problématiques de viande grillée. La viande à plus-value, c'est la viande grillée, donc c'est le dos. Aujourd'hui, il faut qu'on tourne la génétique des races à viande sur le dos. On peut en être d'accord, sans mauvais jeu de mots. Mais on a aussi une autre problématique nouvelle, c'est la viande hachée. Et c'est là où tout est antagoniste dans l'orientation des races, c'est que 70% de la viande hachée, ça bouleverse aussi nos équilibres matières et ça bouleverse notre façon de sélectionner. Et ça, c'est des choses qui sont importantes. Et dans la souveraineté alimentaire, ça nous rendra moins vulnérables d'observer strictement le marché et de faire en sorte que les outils que nous allons développer, que nous développons dès aujourd'hui, notamment le génotypage, nous amènent à mieux orienter nos races pour correspondre au mieux au marché français et également au marché export. Pardon, monsieur le Président. Voilà. Et puis, dans le génotypage, il y a plein de choses. Parce que c'est le mot à la mode, c'est beaucoup employé, mais il y a quelque chose qui est sous-jacent. On parle génotypage, génomique, indexation. Et dans le génotypage, on a mis en avant tous les gènes d'intérêt. Et ça, c'est quelque chose que je pense qui est très important. C'est un peu c'est pas le dégât collatéral, c'est juste l'inverse. C'est le bonus du génotypage. C'est trouver dans chaque espèce des gènes d'intérêt. Alors on les appelle gènes d'intérêt. On peut les appeler gènes. Certains, ils sont intéressants, oui. Il y a des gènes d'impact économique. Et c'est ceux-là, je pense qu'il faut que nous tracions et que nous travaillions collectivement pour les gérer et pour diminuer la valence. Ça, c'est quelque chose d'important pour la souveraineté, puisque par ce travail génétique, nous sommes capables de gagner un gros pourcentage de productivité. C'est bon pour la planète, il n'y a pas un animal de plus. C'est des animaux qu'on sélectionnera par le génotypage et par la découverte de ces gènes et par la gestion de ces gènes. Parce que les découvrir, c'est bien beau, mais après, il faut que les OS mouillent la chemise pour y travailler, pour régler ces problèmes-là. Je vais prendre un exemple, parce qu'au moins, on ne pourra pas me targuer de mettre en exergue une race que je connais bien. La race charolaise a un problème, mais toutes les races en ont un. Enfin, si elles en avaient qu'un, on les aurait réglés depuis longtemps. Il y a un paquet de problèmes, mais nous avons un problème majeur en ce moment. Ça s'appelle l'ataxie. C'est 2 à 5% d'homozygotes. C'est des animaux qui n'ont pas de valeur économique. Aujourd'hui, ça représente entre 26 000 et 65 000 animaux. Je ne vous fais pas le calcul des 1 000 euros à 1 500 euros tout à l'heure, mais c'est une importance économique pour les filières énorme. Si une grande race comme celle-là a une anomalie connue à ce pourcentage-là, il est fort probable que les autres en aient autant. Mais les présidents ne vont pas venir là passer les uns derrière les autres pour annoncer leurs problèmes. Mais là, on a un vrai problème. Et l'enjeu de demain, qui est l'enjeu d'aujourd'hui, c'est de typer ces animaux. Et je pense que c'est bien là où on pourra gagner en souveraineté. Il faut que nous utilisions le génotypage pour repérer ces animaux, garantir les filiations. Et après, on pourra aller plus avant avec des populations solides, qui pourront produire sans pénaliser les éleveurs et sans gaspiller l'énergie. Voilà. Je pense que ça doit être terminé. Merci. Merci beaucoup, Hugues. Merci d'avoir présenté ces chiffres, d'avoir mis des chiffres sur la valeur de la ferme France. Je crois que ces données sont extrêmement importantes. Je pense qu'elles méritent d'être connues, d'être diffusées le plus largement possible. Et je pense qu'on pourrait proposer à la CTI que cette présentation que tu as faite soit faite aussi au Conseil spécialisé ruminant, parce que je pense que c'est important que tout le monde ait vraiment conscience de tous les chiffres que tu as présentés. Donc après cette vision, j'allais dire, globale sur la souveraineté, j'invite Florent qui va nous présenter le lien entre la génétique animale et le développement des territoires à travers l'exemple du Coram. Donc il va nous présenter l'activité du Coram et ses résultats en matière de carrefour des grands enjeux sociétaux. Formidable. Merci, écoutez, mesdames et messieurs, très heureux d'être parmi vous ce matin, ici, dans ces locaux de France Sanguinaire.
Me présenterai très rapidement. Donc, je suis Florent Campello. Donc, je suis éleveur dans la vallée de Münster. J'ai un cheptel en 100% race locale, en l'occurrence de Vosgienne. Et je suis également transformateur et donc commercialisateur de produits finis sur mon exploitation en l'intégralité en vente directe. Je suis aussi président du collectif des races locales de Massif, qui existe depuis 2007. Et les enjeux pour le CORAM et les races locales de Massif, c'est une génétique au carrefour des grands enjeux sociétaux, comme l'a dit Thomas. Et pour commencer, on commence par les définitions. Donc, le terme de définition raciale, c'est donc un ensemble d'animaux qui a suffisamment de points en commun pour pouvoir être considéré comme homogène par un ou plusieurs groupes d'éleveurs qui sont d'accord sur l'organisation de renouvellement des reproducteurs et des échanges induits. Pour le coup, la race locale, c'est une race majoritairement liée par ses origines, son lieu et son mode d'élevage à un territoire donné. Une race est dite locale si 30% des effectifs sont situés dans un seul département ou 70% dans 3 départements limitrophes à 2 à 2. Une race locale est dite de massif si 80% de ses effectifs sont situés dans une zone de massif. Race à petits effectifs, race qui est présente sur le territoire national, un effectif de moins de 5000 femelles reproductrices pour les bovins et moins de 8000 pour les ovins et caprins. Un mot sur le CORAM. Donc c'est une association d'union d'OS créée en 2007 avec 14 adhérents. Donc race locale, critères géographiques, pas d'effectifs. Et les races de massif, donc 70% des effectifs en zone de massif. 2 espèces, 4 filières. Les moyens humains, une directrice à plein temps sur l'animation, la promotion et la veille. Et une chef de projet, recherche et développement, accompagnement technique des adhérents. Quelques chiffres clés, on en parle beaucoup. 32 races, 20 ovines allaitantes, 5 ovines laitières, 3 bovines allaitantes, 4 bovines laitières mixtes. 45 000 exploitations, donc 76% dans les massifs. 3 millions de brebis, donc 87% dans les massifs et 50% du cheptel national. Et 500 000 vaches, donc 89% dans les massifs et 6% du cheptel national. Le chiffre d'affaires lié aux filières raciales, 1,3 milliard d'euros. Le CORAM, alors on aime bien ce genre de carte, et j'en ai vu beaucoup, et c'est assez parlant. Donc le CORAM situé sur 5 massifs de France, les Pyrénées, Corse, Massif central, Alpes et Vosges. On l'a vu avant, je pense que le tour est fait. Là, en présentation de l'ensemble des races qui font la force vive de ce qu'est le CORAM. Et notre projet au CORAM, c'est anticiper, orienter, accompagner, promouvoir et renouveler. Travailler et promouvoir une génétique de filière adaptée au système autonome et économe. Cultiver et partager un savoir-faire et une ingénierie de gestion adaptée aux races locales. Investir dans la recherche et le développement au service des races locales et leurs filières dans un territoire en pleine mutation. L'objectif de la génétique des races locales de massif, augmenter la compétitivité des élevages en assurant le maintien de pratiques de production jouant un rôle important sur l'environnement. Augmenter la compétitivité des élevages en renforçant le lien entre les races locales et leurs produits typiques. En conservant le caractère multifonctionnel de l'agriculture, maintien de la diversité culturelle rurale, développement rural, touristique, etc. En un mot, nos éleveurs sont des gestionnaires de l'agrobiodiversité de nos massifs. L'agrobiodiversité ou biodiversité agricole est la part de la biodiversité reconnue comme ressource par les agriculteurs pour la production agricole. Elle correspond à la diversité des organismes vivants gérés consciencieusement par l'agriculteur. Comme la biodiversité, l'agrobiodiversité se décline en 3 niveaux d'organisation qui interagissent entre eux. Diversité génétique, spécifique et agroécosystème. On a fini ici pour moi. Je pense avoir été rapide et peut-être même de trop, mais je suis plutôt quelqu'un de concis. J'espère avoir fait le tour.
Je pense qu'on pourrait tenir toute la matinée le crachoir, mais merci en tout cas et merci de votre écoute. Merci. Merci Florent de t'être adapté, effectivement, comme ça nous permet de rattraper un peu le temps. Donc en tout cas, on a vu effectivement que, et ça rebondit un peu sur ce qu'avait dit Hugues avant, la génétique, ce qui est important, c'est la mutualisation. Hugues l'a dit avant, s'il n'y a pas mutualisation, on ne pourra pas porter les efforts au niveau où ils ont besoin d'être mis. Et le Coram, je crois, est un très très bon exemple de cette mutualisation qui regroupe les éleveurs sur des massifs différents en plus. On a tendance à croire que dans la montagne, les gens vivent un peu en vase clos, isolés, et le Coram est la preuve que non, et que la mutualisation est possible même entre le continent et la Corse, et entre les massifs entre eux. Voilà. Donc maintenant, je propose qu'on passe la parole à Michel Sourdiou, qui va nous présenter les aspects R&D et comment la R&D permet de répondre aux défis sociétaux qui se posent, qu'ils soient environnementaux, bien-être, etc. Et ça va nous permettre aussi d'aborder deux filières qui ont été moins abordées peut-être jusqu'à maintenant, mais qui font aussi la richesse de la diversité de la ferme France, les filières aquacoles et les filières avicoles.